Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce podcast La Voix des Retailers de notre cabinet BCC. En avril 2018, France 2, dans son rendez-vous hebdomadaire Tout compte fait, se questionnait sur la fin des hypermarchés, du point de vue du manque de rentabilité et de la baisse de trafic en magasin. En juin 2023, le magazine spécialisé LSA titrait L'hypermarché fait de la résistance. L'hypermarché fait de la résistance. Les grandes surfaces, hypermarchés, constituent toujours le premier canal de vente alimentaire pour les Français. Quand on regarde les résultats, en tout cas en 2023, 2022 et même historiquement, plus d'un tiers, il me semble en fait, je pense 35,6%. Nous avons donc décidé de dédier notre premier podcast à l'hypermarché et à sa gestion. La question comment se gère, comment gérer un hypermarché. Bonjour Henri Zuet. Bonjour Alban. Tu as été directeur de magasin 4 ans. Oui, un peu plus. Un peu plus de 4 ans. Et d'ailleurs, ça compte triple, mais c'est pas grave. Tu es désormais, ça justement on en parlera tout à l'heure, tu es désormais directeur de la transformation des services France. On va poser une première question simple pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux définir un hypermarché, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est un hypermarché? Alors, un hypermarché, il y a plein de manières de le définir. Moi, je vais prendre la plus simple. C'est un endroit dans lequel il y a tout sous le même toit. Et j'entends par tout sous le même toit, il y a de l'alimentaire et du non-alimentaire. C'est ce qui fait la différence avec un supermarché. Donc, en gros, pour aller très vite, on peut acheter une machine à laver, un paquet de pâtes et du poisson. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux 60 ans du premier hypermarché? On a fêté ça il y a l'année dernière, Sainte-Geneviève-des-Bois, toujours chez Carrefour. Est-ce que pour toi, c'est une histoire enseigne ou pas? D'abord, c'était une belle fête, parce que nous avons inventé le format de l'hypermarché. C'est vrai. On en est assez fiers. Ça a plutôt bien marché. Les clients étaient là. En fait, ils sont toujours là, les clients. J'entends beaucoup la résistance. Moi, je pense qu'on n'est pas en résistance, on est en esprit de conquête plutôt. On a encore des clients qui viennent et on a des clients nouveaux dans nos hypermarchés, à Sainte-Geneviève comme dans d'autres. D'accord, donc à la question, est-ce que c'est la fin des hypermarchés? La question suivante que j'allais te poser, tu ne penses pas? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Mais tu as Yves Puget, je crois, qui travaille chez LSA, qui a fait un article, justement, qui parlait de ce paradoxe des hypermarchés. En même temps, l'hypermarché doit se réinventer avec du local, avec des gammes courtes. Mais dans le même temps, ce qu'on veut aller en hypermarché, c'est avoir des produits pas chers, avoir ce que j'imagine que les Français souhaitent. On veut avoir beaucoup de choix. Est-ce que c'est un paradoxe d'après toi? Pour moi, c'est pas un paradoxe parce que justement, quand on a tous sous le même toit, ça veut dire qu'on a toutes les envies sous le même toit. En fait, chaque client est unique. Il y a des clients qui veulent du moins cher, effectivement, et des clients pour qui ce n'est pas un problème. Tout l'art de l'hypermarché consiste à avoir la meilleure offre au meilleur prix pour le bon client. Donc, pensez à chacun de nos clients. Et comme on a beaucoup de clients, le travail n'est pas simple. C'est un challenge quotidien. D'accord, et justement, on va en parler de ce challenge quotidien. Juste pour revenir sur la définition d'un hypermarché. Est-ce que tu as des éléments pour justement nos auditeurs sur la superficie, comment en fait on différencie un magasin supermarché, un magasin de proximité d'un hypermarché? Ce que je peux dire, si on parle de superficie, la proximité en général, ça va de l'ordre de moins de 50 mètres carrés jusqu'à 200-300 mètres carrés. Un supermarché, donc c'est un peu plus grand, c'est plutôt entre 500 mètres carrés jusqu'à 5-6 000 mètres carrés. Et un hypermarché, eh bien, c'est tout ce qui est au-dessus. Ça va de 6 000 à 26 000 mètres carrés. Et là-dedans, on peut trouver des hypermarchés avec un assortiment très riche. Certains ont des assortiments de plus de 80 000 références, d'autres plutôt 30-40 000 références. Mais en tout cas, la différence, c'est évidemment la taille, bien sûr, et l'assortiment qui est proposé. Au niveau de l'inflation aujourd'hui, comment maintenir des prix abordables? Est-ce que tu penses que c'est la question qu'on se pose, que tous les retailers se posent aujourd'hui? Je pense que les retailers se posent cette question depuis toujours. En fait, c'est pas. Évidemment, il y a la conjoncture actuelle qui n'est pas simple. L'inflation qui est plutôt en train de baisser que de croître, mais peu importe. C'est une question de tous les retailers, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. Le juste prix est notre travail. Donc, notre travail consiste à trouver les bons produits au bon prix. Alors, nous travaillons tous les jours en prenant les bonnes gammes, en ayant les bons fournisseurs. Et avec ce travail de fond qui est quotidien, permanent depuis 60 ans, on arrive aujourd'hui encore à avoir de nouveaux clients. Est-ce que, toujours pour les auditeurs, est-ce que tu peux, même si je sais que la plupart connaissent déjà ce concept-là, est-ce que tu peux définir une gamme, s'il te plaît? Qu'est-ce que Bien c'est sûr. une gamme dans un hypermarché? Bien sûr. Alors, un hypermarché, il est constitué de plusieurs rayons. Il y a des rayons qui sont dits alimentaires, d'autres qui sont dits non alimentaires. Si on se focalise sur l'alimentaire, qui est le cœur quand même de notre activité, c'est plutôt 60% de notre chiffre d'affaires en général,
Dans l'alimentaire, nous avons plusieurs rayons, donc l'épicerie évidemment. Et dans l'épicerie, il y a évidemment des sous-rayons. Par exemple, le petit déjeuner, par exemple le café, par exemple les huiles, les condiments. Dans ces rayons-là, il y a différentes gammes. On va prendre un exemple, si on prend l'exemple des huiles ou des condiments, il y a l'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive forte, l'huile d'olivio, il y a l'huile de tournesol, l'huile de colza, etc. Donc tout ça, ce sont des gammes différentes et chacune de ces gammes répond à un besoin de nos clients. Quand elles fonctionnent, généralement on a tendance à en avoir beaucoup dans nos rayons. Quand elles fonctionnent un peu moins, plutôt un peu moins. Mais en tout cas, on se doit, nous, d'avoir les bons produits, les bonnes gammes au bon prix pour chacun de nos clients. Et c'est ça qui rend le métier passionnant, mais difficile. Et si tu as parlé des rayons. Oui. Est-ce que tu peux aller plus loin maintenant et définir vraiment la structure des rayons, la structure organisationnelle? On reviendra après sur l'aspect ressources humaines Bien du sûr. magasin. Mais d'abord sur les rayons. Qu'est-ce qu'on a comme rayon dans un hypermarché? Et surtout, l'idée, c'est qu'on les hiérarchise ensemble au niveau de ce qui va rapporter ou ce qui est vecteur de rentabilité pour l'hypermarché. Mais d'abord, est-ce qu'on peut nommer justement tous les rayons d'un Bien sûr. hypermarché? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pour ça Alors, qu'on on va les nommer, on va les nommer. Alors, Donc si le on- PGC. Très bien. Alors, un hypermarché est généralement catégorisé en ce qu'on appelle des secteurs. Un secteur, c'est une somme de rayons. Typiquement, si on parle du PGC, ce sont les produits de grande consommation, c'est le premier secteur en général. Le deuxième secteur, c'est le PFT, pour produits frais traditionnels. Un autre très gros secteur, c'est le bazar. En plus du bazar, il y a le PCS, qui est un très gros secteur. Puis il y a le textile. Et puis il y a les services. Le PCS. Oui. Toujours, Ah, on fait la EPCS, guerre aux acronymes, c'est important. Très bien, parlons de l'EPCS. Alors, ça paraît un peu ancien, mais ça veut dire électro, photo, ciné, son. Voilà. Donc, pour aller très vite, tout ce qui est multimédia, tout ce qui est appareil, de cuisine, d'électroménager, etc., c'est dans le PCS. Et les téléviseurs, c'est dans le PCS. Le petit, le gros électroménager. Absolument, c'est dans On le peut aussi PCS. avoir des vélos, non? Ou ça, Alors, c'est les dans un vélos, autre rayon? non, c'est dans un autre rayon. Les vélos, généralement, c'est dans du bazar. D'accord. Généralement, c'est dans le rayon jouets ou le rayon cycle, ça dépend des enseignes. Donc là, on a parlé du PGC. On a parlé des secteurs. On a parlé des secteurs. Si on parle du PGC, dans le PGC, il y a plusieurs rayons. Il y a le PLS, qui ne veut pas dire PLS dans le jargon. Hein, nous, c'est produits frais libre-service. Pour aller vite, c'est là où on peut acheter du jambon emballé, on peut acheter des yaourts, etc. Ça, c'est le PLS. Ensuite, il y a l'épicerie, bien sûr. Tout ce qui est épicerie, on imagine, c'est dans le jargon, c'est connu pour tout le monde. Il y a le liquide, tout ce qui se boit. Et puis, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le DPH. Alors, il y a beaucoup d'acronymes. Le DPH. C'est droguerie, parfumerie et hygiène. Ah. Donc, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Ça va du papier de toilette, au déodorant, etc. Ça, c'est le grand secteur du PGC qui est le plus gros en général dans un hypermarché. Est-ce que c'est celui qui porte la croissance d'après toi? C'est une question piège. Parce que c'est le premier, mais est-ce que c'est celui qu'un retailer doit travailler? Je parle là d'un retailer plutôt siège au niveau de l'enseigne. Il se dit, bon, je dois travailler mes produits, est-ce que je travaille le PGC en priorité? Moi, je ne répondrai pas ça. Je ne répondrai pas ça parce que l'esprit même de l'hypermarché, c'est tout sous le même toit. Donc en fait, il faut tout travailler. Si on délaisse un secteur au profit d'un autre, on déséquilibre le système. La logique de l'hypermarché, c'est que le client vient pour tout acheter. Donc on ne peut pas dire que je ne fais que du PGC ou que du PFT. On doit tout regarder. Maintenant, évidemment, il y a des moments de l'année. Il y a ce qu'on appelle, nous, des temps forts. Donc en fonction des temps forts, on peut plus ou moins travailler tel ou tel secteur. Je prends un exemple très concret. Là, on est au mois de juillet. Oui. Aujourd'hui, on est en train de préparer la rentrée des classes. Donc là, c'est un moment fort pour le bazar, puisqu'il y a la papeterie qui est très forte en ce moment. Dans certains magasins saisonniers, on travaille tout ce qui est autour de la piscine, du jardin, du barbecue. Donc là, c'est un moment bazar. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de PGC, puisque là, il fait un peu chaud. Donc il y a le liquide qui compte aussi. Sachant que tu as la saisonnalité. Absolument. Ce qui fait, alors si je ne me trompe pas, alors on va prendre un exemple, un hypermarché à Antibes ne fait peut-être pas de l'argent toute l'année, ou en tout cas pas autant. Alors peut-être que c'est un mauvais exemple. La notion de faire de l'argent, pour moi, elle est compliquée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les clients ils viennent ou viennent pas. Oui. C'est ça qui nous intéresse. On veut des clients pour venir faire des courses chez nous. Et pour ça, on doit avoir le produit qui répond à leurs besoins du moment, et encore une fois, au prix qui les intéresse, donc qui est le mieux placé du marché. Donc bien sûr, selon les magasins et selon les endroits, les besoins peuvent changer. Mais encore une fois, chaque client est unique. Donc, de toute façon, tous les clients doivent être adressés. Donc la saisonnalité est importante dans notre métier parce que justement, les efforts qu'on va faire, ils vont se manifester dans ce qu'on appelle dans notre métier le POS. Alors c'est un terme, alors il se trouve que j'ai une formation de génie civil. Donc le POS, c'est un terme qui est de génie civil. Ça veut dire le plan d'occupation des sols. D'accord. Donc le plan d'occupation des sols, c'est quoi? C'est quand vous entrez dans un magasin, n'importe quel hypermarché, vous avez ce qu'on appelle une G1 et une G2.
On va devoir les On va, définir alors, on va aussi. tout définir. On va tout c'est définir en parti. vrai ici. Faut tout noter. Hein. Une G1, ça veut dire gondole 1. Donc c'est celle qui est à gauche. À Quand gauche. on rentre dans un magasin. D'accord. Une G2, c'est celle qui est à droite. Et donc, quand on rentre dans un magasin, contrairement à ce que pense au client, c'est ça que nous on appelle l'allée centrale. Parce que souvent les clients ils pensent que la centrale c'est l'autre. C'est celle qui va d'un bout à perpendiculaire. l'autre. D'accord. Exactement. L'allée centrale, c'est celle dans laquelle on rentre. C'est l'allée centrale. Et là-dedans, c'est là que tout le poste se matérialise. Et si vous voulez comprendre la thématique d'un magasin, vous voyez l'allée centrale, vous allez comprendre tout de suite. Si c'est en solde, bizarrement, il y aura des soldes dans l'allée centrale. Si c'est Noël, bizarrement, il y aura du saumon, il y aura du foie gras, etc. en allée centrale. Au bout de cette allée, il y a ce qu'on appelle en notre jargon la croisée des allées. Donc c'est la croisée de l'allée centrale et de l'allée transversale. Donc qui n'est pas l'allée centrale, je Pas l'allée répète. centrale. Au bout de cette allée, il y a ce qu'on appelle le saisonnier. Et dans le saisonnier, on joue les saisons. Donc typiquement, en rentrée des classes, comme ça peut être le cas en ce moment, vous allez avoir une saison de rentrée des classes avec tout ce qu'il faut pour pour préparer la rentrée de nos enfants. On a donc des rayons très mobiles finalement. Les rayons ne sont pas mobiles. Ce qui est mobile, c'est l'allée centrale, c'est l'allée saisonnière et ce qu'on appelle les TG. Les TG. Alors c'est quoi une TG? C'est une tête de gondole. Et oui. Donc c'est tout ce qui est de part et d'autre de l'allée transversale. Et là, tu peux retrouver des promos aussi. Là, on peut retrouver des promos ou des thématiques de saison. Par exemple, il n'y a pas toujours des promos. On peut avoir dans une tête de gondole des produits de marques distributeurs, parce que c'est toujours les mieux placés. Même s'ils ne sont pas en promo, ils sont de toute façon moins chers que les marques nationales en général. Donc là, on les retrouve dans les TG. Justement, pour revenir à la question de tout à l'heure, pour toi, j'ai employé l'expression faire de l'argent. Oui. Pour toi, cette course à la rentabilité de l'hypermarché, c'est un point de sortie, mais ce n'est pas un point d'entrée, de ce que je comprends. Ce n'est pas une question à se poser. Il faut d'abord se poser la question du produit, du bon produit, au bon endroit, pour le bon client. Exactement. Ce qui compte, c'est d'avoir des clients. Tous les commerçants, d'ailleurs, c'est pas un problème de grande distribution ou de quelque enseigne que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des clients. Une fois qu'on a des clients, on fait notre métier. Et pourquoi, alors, alors là, on s'avance un peu, on est dans les années 2010, il y a toutes les enseignes. Pourquoi est-ce que l'hypermarché, où il y a tous sous le même toit, zone périurbaine ou rurale, pourquoi ils ont tous, plus ou moins, connu des baisses de trafic? Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question des produits de tous sous le même toit, ou est-ce qu'il y a un contexte, une dynamique là, on va rester sur la zone nationale, donc en France, mais on pourrait potentiellement parler d'autres pays. Pourquoi est-ce que les gens sont moins venus dans les années 2010 en hypermarché? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, évidemment. La première que j'ai en tête, quand même, c'est justement, on parlait de quel est le secteur le plus important ou tel autre. Oui. Ben, c'est tout simplement parce qu'une part importante du trafic de nos clients venait des secteurs non alimentaires. Ce n'est pas parce que le poids du chiffre d'affaires est plus important à l'alimentaire que le non alimentaire n'a pas d'importance. Au contraire, il y a ce qu'on appelle en notre jargon un effet de halo. Le non alimentaire a été fortement challengé parce que une part significative des articles non alimentaires a été rendue disponible sur Internet. Donc fatalement, on a perdu, dans nos hypermarchés, maintenant nos supermarchés aussi, une part de cette clientèle qui venait faire un peu tout sous le même toit. Donc j'attribue la baisse de notre trafic, du trafic des grands hypermarchés en général, plutôt au non alimentaire qui a été un peu délaissé, parce que Internet est venu. Et donc tout le challenge que nous on a aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir une offre non alimentaire puissante, au juste prix, dans nos magasins. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on met du non alimentaire au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a une forte saisonnalité non alimentaire qui est plus forte même que l'alimentaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, si on fait ça, on retrouve les clients. Le mobilier de jardin, par exemple. Exactement, le mobilier de jardin. Le téléviseur, dès qu'il y a des grands événements sportifs, là les JO, les téléviseurs, ça se vend beaucoup plus évidemment que d'habitude, les Coupes du Monde, etc. Donc il faut être capable d'avoir des produits non alimentaires au bon moment, au bon prix, et là les clients reviennent. Depuis le début, pour finir cette première partie générale sur l'hypermarché, sur ses résultats, tu ne m'as pas parlé des services en magasin. Oui. J'aimerais bien qu'on en parle quelques minutes pour nos auditeurs, bien sûr. et de dire en quoi est-ce que c'est non pas un produit d'appel, c'est un service, comme le produit non alimentaire, qui serait, à t'entendre, et un produit d'appel justement pour l'alimentaire après. Et même, j'imagine, dans le trafic, on fait passer, non pas par l'allée centrale, mais cette allée perpendiculaire, on fait passer le client pour qu'il achète aussi de l'alimentaire avant d'aller sur la ligne de caisse. Bien sûr. Maintenant, le service, on le met où, et on le met où dans la tête de nos clients? Ça, c'est la question à laquelle... Si j'avais la réponse à cette question, je pense que je serais le plus heureux du monde.
J'ai pas la réponse, mais j'ai quelques tentatives de réponse. Je pense que les services, en fait, ils répondent à un besoin de nos clients qui est, ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont besoin du service au bon endroit dans le magasin. Et je vais prendre un exemple très concret. On parlait du salon de jardin. Oui. Ben, quand on va à un salon de jardin, c'est quand même pas inintéressant d'avoir une voiture de location. Parce que généralement, ça rentre pas dans une voiture de monsieur tout le monde. Donc quand on va à un salon de jardin, il faut être capable d'avoir à proximité une offre de véhicules utilitaires en location. Et nous l'avons dans nos magasins. Donc typiquement, c'est ce que nous faisons. Quand on vend un produit très cher, je pense encore une fois à l'EPCS, disons un téléphone, il n'est pas inintéressant d'avoir une assurance. Là aussi, c'est un service financier, mais c'est un service quand même. On peut aussi avoir des paiements plusieurs fois sans frais. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir la carte qui va bien, qui permet de le faire, et donc que généralement, nous proposons, toutes les enseignes proposent. Ça, c'est un exemple de service. Il y a d'autres services, on les classe dans les services parce que pour nous, c'est quelque chose qui participe de la création de valeur pour nos clients. Ce sont les cartes cadeaux, tout simplement. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une part importante des clients qui, typiquement, préfèrent offrir une carte cadeau à leurs amis ou voire à leurs enfants pour que les dépenses soient mesurées, contrôlées. Ou tout simplement pour pouvoir payer sur Internet en toute sécurité. C'est aussi des choses qui comptent dans nos services. Un autre service extrêmement intéressant, je pense, c'est celui de la livraison de colis. On a parlé du e-commerce. Donc le e-commerce, c'est un sujet qui est fort, qui est en croissance continue, je pense, depuis une bonne vingtaine d'années. Et pouvoir livrer aujourd'hui des colis dans les magasins, c'est aussi intéressant pour nos clients et pour nous. Parce que le client qui fait ses courses, il est aussi intéressé à pouvoir récupérer des colis qu'il a commandés sur Internet. Soit dans nos magasins, soit ailleurs d'ailleurs, peu importe finalement. Donc ça, c'est un service très fort. D'ailleurs, nous sommes le leader sur ce service-là en France aujourd'hui, avec un réseau très dense de retrait colis, et aussi de lockers, qui sont en fait des petites machines dans lesquelles on peut récupérer un colis qu'on aurait acheté préalablement. Donc ça, ce sont des services et qui sont disséminés dans le magasin, généralement aux bons endroits, pour que le client, en fonction de son parcours d'achat, puisse faire appel à tel ou tel service pour faciliter son parcours. Vous travaillez le cycle de vie du client. Exactement. Le client, il a besoin d'un mobilier de jardin, il a donc besoin d'une voiture. Exactement. S'il prend un mobilier de jardin, c'est potentiellement qu'il a déménagé. S'il a Exactement. déménagé, il a besoin d'une assurance habitation. Par exemple. Par exemple. Donc, et potentiellement d'un crédit aussi. Par exemple. Donc, ça peut aider. Donc le cycle de vie du client. Maintenant, on va parler dans cette deuxième étape aussi du magasin, de l'hypermarché, mais du point de vue du directeur de magasin. Tu as été plus de 4 ans, donc je rectifie, plus de 4 ans directeur de magasin. Et je vais commencer par une question justement qui fait lien avec les services. Est-ce qu'en tant que directeur de magasin, tu regardes les services, tu regardes le non alimentaire, comme tu regardes la mise en rayon, comme tu gères les hommes? Est-ce que, je vais dire plus simplement, est-ce que tu as le temps aussi de gérer ces services-là complémentaires? Est-ce que tu as le temps de faire de la PLV sur du non alimentaire? Est-ce que c'est ça le quotidien d'un directeur de magasin? Alors d'abord, directeur de magasin, très modestement, c'est un métier passionnant. Je l'ai exercé pendant longtemps, les magasins très intéressants, très puissants, mais heureusement, il n'est pas tout seul. Oui. Heureusement. Non, un directeur de magasin, c'est un chef d'orchestre. En fait, il ne peut pas tout faire. D'abord, il n'est pas expert de tout. Très honnêtement, moi, je n'étais pas expert de tous les métiers du magasin, parce que les métiers sont nombreux, je veux dire. Ne serait-ce que dans le produit frais, par exemple, un poissonnier, c'est pas un boucher. Et un boucher, c'est pas un charcutier. Mais tu as combien de salariés dans un hypermarché en moyenne? Dans un hypermarché, alors moi j'en ai eu des très gros, mais si on prend la moyenne, je dirais que c'est plutôt 200 à 300 collaborateurs. D'accord. Moi, mon premier hypermarché, il y en avait 350 et mon deuxième, il y en avait 460. Et donc ça va pour les plus petits de 100 collaborateurs jusqu'à 600-700 collaborateurs pour les plus gros. On est aussi sur une saisonnalité potentiellement. Il y a des intérimaires, oui, bien sûr. Alors, il y a des étudiants peut-être qui rejoignent. Il y a plutôt peu d'intérimaires. D'accord. C'est plutôt les gens qui sont en CDI. Parce qu'en fait, il y a quand même des vrais savoir-faire. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, remplir un rayon, ce n'est pas si simple. Donc les intérimaires, en général, on peut en avoir quand on a des travaux, ce qu'on appelle des remodeling. Par exemple, on décide de réimplanter un rayon, on peut faire appel à des intérimaires. Par exemple, on fait un inventaire, on peut faire appel à des intérimaires. En revanche, dans le quotidien, c'est plutôt des salariés du magasin qui, d'ailleurs, on a cette chance, sont souvent très fidèles. Ils sont là depuis très longtemps. Il y a une vraie ancienneté, en fait. Moi, je me rappelle, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de samedis, à donner les médailles du travail, parce que les gens sont là depuis 20, 30, 40 ans dans nos magasins. D'accord. Donc non, je n'étais pas tout seul. Est-ce que je regardais tout? Bien sûr que non. Je n'ai pas forcément le temps de le faire.
Et j'étais bien épaulé, puis j'avais une équipe, parce qu'en fait, un directeur de magasin, ce qu'il a, c'est qu'il a, en dessous d'un directeur de magasin, il y a ce qu'on appelle des chefs de secteur. Il y a un chef de secteur du PGC, par exemple, du bazar, du produit frais. Et en dessous des chefs de secteur, il y a les chefs de rayon. Donc tous ces gens-là travaillent en général pour une partie spécifique du magasin. Et je n'oublie pas, parfois les fournisseurs qui nous aident évidemment. Quand il y a une nouveauté, on peut être aidé par un fournisseur qui veut la pousser, et qui nous aide dans nos rayons ou dans nos implantations importantes comme les mentions festives. Donc j'étais pas tout seul, je ne regardais pas tout, mais j'avais une vision d'ensemble, évidemment. Donc tous les jours, je regardais mon tableau de bord et je voyais évidemment les croissances versus N-1 et je regardais évidemment ma cible ou non du budget. Donc ça, je le regardais au quotidien. Et je faisais un tour complet du magasin. Ça, c'est très intéressant quand on est directeur de magasin. Une journée classique du directeur de magasin, j'arrivais entre 6h30 et 6h45 tous les jours. Je faisais le tour de tout le magasin. Donc, je serpentais tous mes rayons. Je saluais tous mes collaborateurs, un vrai plaisir. Et ce qui est très marrant, et tous les directeurs le savent, on connaît en général tous nos collaborateurs, on l'appelle par leur prénom, tous les matins. Comme en usine. Comme en usine, exactement. Donc ça, c'est génial. Cette proximité, de connaître les gens, de leur donner des conseils, d'écouter leurs demandes. Il y a souvent des demandes, il faut écouter évidemment, parce que eux, personne ne connaît aussi bien le rayon que celui qui le remplit. Moi, directeur, je passe dans le rayon, mais enfin, je ne le remplis pas, ou rarement. Et donc, c'est le collaborateur qui connaît son rayon et qui nous dit souvent ce qui va ou qui ne va pas. Et donc ça, c'est très important dans le métier de directeur de magasin. Vision d'ensemble, chef d'orchestre. Donc là, on est au début de la journée. Ah, ce n'est que le début. Fais le tour du magasin. Tour du magasin. Tu salues l'ensemble des collaborateurs. Absolument. Et après, qu'est-ce qui se Ça, passe? c'est avant ouverture. Avant ouverture. Donc là, on est à 7h30. On est à 7h30 à peu près. Oui, j'ai fait le tour, ça prend bien 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, je vais en réserve. Ah oui, forcément. Je vais voir ce qui se passe en réserve. Alors, est-ce que tu peux définir pour les auditeurs ce que c'est la réserve? Oui, Parce qu'on bien a sûr. on a la partie où il y a les clients, Oui. et il y a l'autre partie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quasiment au moins autant de surface hors que dans le magasin. La surface de vente n'est qu'une partie de la surface de l'hypermarché. Il y a la réserve et il y a la cour. Donc dans la réserve, il y a les produits qui sont stockés en réserve. Normalement, ils doivent être le moins nombreux possible. Parce qu'une bonne réserve est une réserve vide, c'est bien connu. C'est le principe. Et il y a la cour. Dans la cour, il y a en général les produits liquides qui sont très importants. Typiquement les packs d'une marque très connue dont le nom commence par C, première vente en France. Donc voilà, cette marque-là, moi je me rappelle dans mes magasins, dans mon dernier magasin qui était très fort, très puissant, un samedi d'été, je passais à peu près, tenez-vous bien, 4 camions. Un camion, 33 palettes. Donc là, tu aides aussi les équipes. Bah bien sûr, parce que, encore une fois, le directeur n'est pas un grand chef dans une tour d'ivoire, dans un bureau. Je passais mon temps en magasin avec mes équipes. Et donc, il faut savoir ce qui se passe. Il faut voir ce qu'il y a en réserve, il faut voir ce qu'il y a dans la cour. Il faut comprendre ce qui se passe. Quand on a trop de stock d'un produit, c'est généralement pas bon signe. Sauf que c'est une promo future. Parce que généralement, les promos, elles arrivent en fin de semaine pour la semaine d'après. Typiquement, un catalogue commence en début de semaine, le lundi ou le mardi, ça dépend. Plutôt le mardi, mais ça peut être le lundi. Et donc, la promo, elle arrive le vendredi ou le samedi d'avant. Et donc, c'est de très, très, très nombreuses palettes. Un exemple, pour une rentrée des classes, par exemple, je recevais 700 palettes. Et là, tu dois justement faire de la réception. Absolument. Tu dois mettre en rayon. Absolument. Mettre la PLV, j'imagine. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est imprimée en magasin, cette PLV? Alors, oui et non. Une part significative de la PLV est envoyée par le siège et c'est très bien. Alors, PLV, je me rends compte qu'en fait, on ne l'a pas défini non plus. PLV. Donc, est-ce que tu peux définir ce que c'est la PLV? Et on reprendra après cette journée. Alors, PLV, je crois que ça veut dire... Publicité sur le lieu de vente. Publicité sur le lieu de vente, c'est ça, exactement. La PLV est fournie par le siège puisque le catalogue, il est national. Oui. Après, il y a des vitesses, comme on dit. Selon la taille du magasin, on peut ne pas avoir tout l'assortiment d'un catalogue. Mais bon, bref, moi j'avais le maximum des vitesses, voilà. Et donc j'avais toutes les promotions du catalogue. Et donc on reçoit la PLV. Maintenant, il peut arriver qu'une promotion soit à plusieurs endroits. Et comme on a un panneau par promotion, on est obligé d'imprimer en magasin. Typiquement, s'il y a une promotion d'un produit très connu, une pâte à tartiner très connue, dont le nom commence par N, je ne l'ai pas que en allée centrale, je l'ai aussi en rayon. Et je l'ai parfois aussi en tête de gondole. Donc il faut que je la refasse en magasin. Et donc dans les magasins, les très grands en général, il y a un service déco. Il y a des gens dont le travail consiste à faire des PLV pour le magasin. Dédié à l'architecture du magasin, absolument, potentiellement oui. Différente d'autres magasins. Oui. Si on reprend cette journée, donc là tu es en réserve à 7h30. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais en réserve? Je fais le tour de la réserve. Tu fais le tour de la réserve. Je fais le tour de la réserve et je regarde tout ce qui est anormalement stocké. Parce qu'en fait, les produits en réserve, ils sont étiquetés.
Donc on sait très bien quand est-ce qu'il est sorti pour la dernière fois. D'accord. Un produit qui est en réserve et qui ne sort pas, c'est pas normal. C'est un risque de casse futur. Ou ça veut dire qu'on a un problème dans nos SMP. SMP. Ah là, je jargonne encore. Je suis incorrigible. Un SMP, c'est un stock minimum de présentation. En gros, dans un rayon, le SMP, c'est le stock minimum qu'on doit avoir à la fermeture du magasin. En gros, il n'est jamais de zéro, puisqu'il n'y a jamais de rupture, c'est bien connu. Donc tu as des objectifs SMP. Un SMP, il dépend d'un produit. Il dépend du facing d'un produit, en fait. L'idée, dans un magasin, c'est qu'il n'y ait jamais de rupture. Donc, il n'est jamais de zéro. Il est de minimum 1. Il peut être de 2, de 3, de 4, de 10, ça dépend du produit. On peut imaginer que le lot dont je parle, dont le nom commence par C, le SMP, il est de quelques centaines. Puisqu'il faut qu'il y en ait beaucoup en rayon, même à la fermeture. D'accord ? Donc le SMP, s'il est mal calibré, fatalement, on peut se retrouver avec des ruptures. Ou alors des surstocks. Les deux sont mauvais. La rupture parce que le client n'est pas servi. Le surstock parce que c'est un risque de démarque. Donc de casse future. Donc les deux sont importants. Donc il faut le calibrer au juste milieu. Alors comment on le calcule ? C'est ça la question qui est intéressante. On le calcule en connaissant les ventes moyennes du produit sur plusieurs jours, ça dépend des produits. Et sur la base des ventes moyennes du produit, on est capable d'estimer un SMP. Et ça, les très très bons chefs de rayon ou les très très bons employés de rayon le savent. Et ils savent le faire, et ils savent le faire mieux que le directeur, très honnêtement. Donc quand tu arrives en réserve, tu vois qu'il y a du stock anormal. Oui. Potentiellement, là, tu C'est remets une en alerte. rayon. Là, tu Alors remets moi, en j'ai un rayon. petit truc, j'ai un petit appareil qu'on appelle le TR dans notre jargon. C'est un petit appareil qui permet de voir le stock et le SMP. Donc moi, je bip, je dis « Ah, SMP, c'est marrant, c'est un produit qui ne se vend pas et j'ai un SMP, n'importe quoi, hein, de 1000. » Un problème. Je corrige le SMP tout de suite. Puisque si le SMP est très élevé, ça va continuer de commander. Donc le surstock va continuer de grossir en fait. Donc je corrige le SMP. Tu le corriges, et est-ce que aussi tu corriges potentiellement une mise en rayon ? Si tu vois un stock trop important, tu dis bah là c'est pas normal, il n'y a pas une visibilité suffisamment Oui. importante. Potentiellement tu peux avoir du stock parce que tu ne travailles pas la visibilité d'un produit, Oui. que tu en tout cas devrais potentiellement vendre plutôt qu'un autre, s'il est en promo, je ne sais pas. Est-ce que ça arrive ça ? C'était à 7h30 Alors en est-ce que réserve. ça arrive ? Oui et non. Moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas qu'on corrige les mises en rayon. En fait, je considère qu'il y a des gens qui sont des experts du métier, c'est ceux qui travaillent au siège sur ces sujets-là, qui font ce qu'on appelle des planogrammes. En fait, chaque rayon a un déroulé linéaire précis, national, et qui dépend du magasin. Pour moi, il faut le respecter. Pourquoi ? Si on ne le respecte pas, en fait, on finit par avoir un rayon qui est en zigzag, qui manque de cohérence. Moi, je pense qu'il faut le respecter. Quand on a un surstock, il y a plein de techniques. La première, c'est d'exposer le produit. Comment on l'expose ? En TG ou en centrale. C'est tout simple. C'est une technique. Une autre technique que je n'aime pas trop, mais qui peut être faite dans certains cas, évidemment, c'est de baisser le prix. Tu as la main pour baisser le prix ? Bien sûr qu'on a la main, évidemment. Mais c'est pas bien de faire ça. Pourquoi c'est pas bien ? C'est pas bien parce qu'en fait, on détruit de la valeur. Et on peut faire croire au client que le prix qu'il va payer du coup baissé est un prix normal, ce qui n'est pas vrai. Ce qui ne sera pas forcément le prix de la semaine prochaine. Absolument. Je suis plutôt contre ça. Maintenant, ça m'est arrivé de le faire, évidemment, mais comme tous les directeurs de magasins le font, quand il le faut. Mais c'est plutôt pas bien de le faire. Il est 7h30, ou plutôt 7h45. Ah là, il est 7h45. T'as Et fini là, le qu'est-ce tour que de je la fais ? réserve. Je vais voir la chef ou le chef caisse. C'est souvent des dames d'ailleurs. Faut avoir en tête que j'ai plus les stats à jour, mais je pense que je suis pas loin de la réalité. 2 tiers de nos clients sont des clientes et 2 tiers de nos collaborateurs sont des collaboratrices. Faut aussi l'avoir en tête quand même. D'accord. Et donc en ligne de caisse, c'est le cœur battant du magasin parce qu'en fait, d'abord, c'est la plus grosse population du magasin. Une ligne de caisse en moyenne, c'est le tiers de l'équipe. Donc par exemple, si on a un magasin où j'avais 460 personnes, la ligne de caisse, c'est plus de 150 collaborateurs et collaboratrices. D'accord. Et ils ont une vertu, pour moi, ces collaborateurs et collaboratrices, c'est que ce sont les seuls qui voient pour de vrai tous nos clients. Une part de nos collaborateurs sont là avant ouverture et s'en vont. Seuls les collaborateurs et collaboratrices des caisses sont là et voient tous nos clients. Donc il est important que cette population du magasin soit comprise, entendue, écoutée et choyée. Et mon bonheur, mon plaisir quotidien, en plus de mon équipe magasin évidemment, c'est d'aller voir la ligne de caisse. Et quel problème on traite à 8h sur la ligne de caisse ? Tous les problèmes possibles. Monsieur le directeur, tel produit n'est pas passé plusieurs fois hier en caisse, ça n'a pas été corrigé, on va le corriger. Il y avait un problème de prix, ou etc. J'ai des clients qui se plaignent que tel produit, le prix a augmenté anormalement, ils ne comprennent pas pourquoi. On regarde, c'était une erreur d'étiquetage. J'aimerais prendre mes congés parce que pour telle ou telle raison, oui, on regarde. Est-ce que c'est possible ? Oui, non.
Et ces problèmes-là, c'est les problèmes quotidiens de tout le monde. Et c'est génial de les traiter. Et c'est là qu'on se sent utile, en fait. Des problèmes de manager, des problèmes humains. C'est du management. C'est du management, du vrai management. Direct. Il est 8h15, 8h30. Oui. Tu montes dans... Enfin, Ah, je dis, jamais je monte dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Il est 8h15, 8h30, mais je vais accueillir les clients. C'est pour ça que je suis venu le matin à 6h30. Et donc, moi, en général, j'étais toujours... il y a forcément le jour où je n'étais pas là, mais dans la plupart des cas, j'étais là à l'ouverture du magasin pour saluer les clients. Et donc, ils me connaissaient, m'identifiaient et on discutait. Et ça aussi, c'est important. De voir les clients en direct, de prendre des baffes aussi, parce que parfois les trucs sont pas bien faits, et ils nous le disent, ils n'ont pas de problème pour nous le dire, ou les compliments. Donc généralement, les compliments, c'est pour l'équipe, et puis les baffes, c'est pour moi. C'est normal. Oui, c'est logique. C'est le rôle aussi du... C'est logique, c'est le rôle. Tout à l'heure, tu as parlé de l'équipe qui t'accompagnait dans la direction du magasin. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ces différentes personnes? Tu as parlé des chefs de secteur. Bien sûr. Maintenant, tu as l'équipe du magasin. Oui. On va appeler l'équipe support du magasin. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est pas le terme, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Est-ce que tu peux définir justement les rôles, les responsabilités? En dessous d'un chef de secteur, il y a un chef de rayon. Oui. En dessous d'un chef de rayon, il y a un collaborateur magasin qu'on appelle un ELS. Pareil, c'est un employé libre service. C'est quelqu'un qui peut remplir le rayon. Et dans les ELS, il y a des différents grades. Il y en a qui sont des gestionnaires. Donc, qui connaissent parfaitement justement les SMP, qui savent gérer. Et il y en a qui sont plutôt des gens qui vont remplir. Selon les organisations des magasins, nous, on a mis en place du lean management, en fait. Donc, on a essayé de focaliser les collaborateurs sur des tâches très précises. On a mis des gens en charge de ce qu'on appelle la gestion. Ils ont un terme spécifique interne, peu importe le terme, mais ils font de la gestion. Vraiment, ils contrôlent les stocks, ils contrôlent les surstocks. Eux, ils font ça. On a des gens qui remplissent. Et on a des gens qui emmènent la marchandise, qui font du back-office. Donc, on a essayé de scinder ça pour être plus efficient. Ça fonctionne évidemment. Selon les magasins, ça fonctionne plus ou moins bien sûr, mais ça fonctionne et ça nous rend plus efficaces. C'est ceux qui font la réception? Oui et non. En fait, il y a ceux qui vont faire la réception. Donc, en gros, un camion arrive et il faut le vider. Et puis, il y a ceux qui vont prendre de la réserve au magasin. C'est du back-office. Donc, eux, c'est une équipe spécifique. Et eux, en gros, leur travail consiste à amener ce qu'il faut pour remplir un rayon. Et ils sont aidés en cela par ceux qui remplissent. Ceux qui remplissent leur disent « Ah, attention, il me faut telle marchandise, il faut me l'amener. » Et voilà. Et ça marche plutôt bien. On ne l'a pas dit pour nos auditeurs. Le camion arrive. Il arrive à quelle heure? Il arrive le matin? Il arrive Ça quel dépend. jour précisément? Les camions arrivent tous les jours. Tout le temps. En fait, on a des... Je dirais en moyenne, mais pareil, c'est variable sur les magasins, mais j'avais entre 5 et 10 camions par jour qui venaient, qui livraient de la marchandise. Donc c'est tout le temps. Et ça part de 3h du matin à 21h. Et voilà, tout le temps. Dans ces 200 à 300 personnes, oui. dans l'ED, donc l'équipe dirigeante du magasin, qui as-tu pour t'épauler? Tous. Vraiment, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. C'est vraiment, faut retenir l'image du chef d'orchestre. Je ne peux pas en enlever un. Tout le monde est utile. Mais tu as qui comme tu as un adjoint du magasin, tu as, j'imagine, de la compta dans le magasin. Bien sûr. Tu vas avoir les différents de la personne, on a parlé des services tout à l'heure. C'est un secteur. Les services, en tant souvent, que tel. c'est géré par les caisses. D'accord. Parce que justement, le client, le service, l'attention au client direct, c'est ça. Souvent, c'est les caisses qui le gèrent. Non, si je devais retenir un adjoint, même si encore une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec la notion d'adjoint, parce que vraiment tout le monde est mon adjoint finalement. Même le collaborateur libre service est mon adjoint en fait. Mais si je devais retenir un adjoint, parce qu'il y a des sujets très spécifiques qu'il faut traiter, c'est évidemment le RH. Parce que c'est celui qui m'accompagne sur les sujets sociaux, sur comment on échange avec nos partenaires sociaux qui sont aussi très importants dans le magasin et avec qui on discute tous les jours. Donc le RH très important évidemment. Le chef sécurité. Parce que forcément, quand on a des clients, rendez-vous compte, un samedi, quand vous avez 12 à 13 000 clients dans un magasin, la sécurité, c'est pas de mince affaire. Donc, c'est très important. Et la sûreté, donc très important. Et puis, bien sûr, le ou la chef-caisse. Je devrais dire, si je devais résumer, je dirais que ce sont quand même des piliers parce que ils sont là pour que tout fonctionne. Donc, sans eux, alors tout le monde est important encore une fois, mais sans eux, c'est vrai que c'est plus compliqué. Là, on a parlé du magasin. Oui. On a l'enseigne. Là, on parle d'un magasin qui est intégré. Comment se gère la relation avec le siège pour des projets? On a pu voir tout à l'heure, et j'ai été taquin sur les services, mais un nouveau projet, un nouveau service à déployer dans un magasin. Comment se gère la relation entre un projet, service ou n'importe quoi d'autre, un remodeling, tu as parlé de remodeling aussi, un nouveau concept, et la direction du magasin? Les relations sont bonnes, parce qu'en fait, pareil, on est une équipe en fait.
Il y a, évidemment, on peut toujours se dire, les gens de siège ont tendance à se dire que les magasins doivent faire les choses de telle ou telle manière, et les magasins se disent que les gens de siège doivent faire de telle ou telle manière. On a Le toujours classique. envie de commenter un peu le travail des autres. C'est un peu naturel. C'est un peu, on est Toujours. tous sélectionneurs de l'équipe de France, quoi. Hein. C'est un C'est un peu peu ça. ça. Bon, tout le monde est important. Le magasin, il a la connaissance de ses clients. Il n'a pas forcément la connaissance de son marché. Il connaît ses clients et son environnement, mais il ne sait pas forcément qu'il y a une grande tendance de fond qui émerge, parce qu'il ne la voit pas lui tout de suite. Et ça, le siège est là pour ça. Il n'a pas forcément en tête des nouvelles habitudes de consommation globales qui ne sont peut-être pas encore visibles dans son magasin, mais qui vont arriver. Donc le siège a une capacité d'anticipation que le magasin ne va pas forcément avoir. En revanche, le magasin a une capacité d'application et d'exécution que le siège ne peut pas avoir, puisqu'il est siège. Donc les deux sont importants. L'anticipation, une vision globale d'un marché, le siège va l'avoir évidemment. L'exécution, l'application, c'est le magasin. Est-ce que tu peux parler des défis que tu as eu à gérer et surtout de la période pendant laquelle tu étais directeur de magasin? Parce que là, on a vécu le Covid, après on vit une inflation importante, il s'est aussi passé des choses dans les années 2010, des crises dans les années aussi 2000. Donc est-ce que tu peux parler de cette période de temps pendant laquelle tu étais directeur de magasin et tes principaux défis? C'était une période de temps calme. C'était en Donc, quelle année? disons que j'ai vécu le Covid. Alors, je me rappelle, il y a eu le premier confinement. On était les seuls, nous. On faisait partie des rares entreprises, enfin services en général, au sens général, hein, donc la grande distribution, mais pas que, évidemment les hôpitaux, à être en face des gens au quotidien. Et je me rappelle le premier confinement, on a ouvert le magasin, il y avait une file de 500 mètres à l'entrée, j'avais vu. Les rayons ont été vidés en moins de 2 heures. On a vendu en moins de 2 heures l'équivalent de 2 semaines de vente. Donc c'était incroyable. Des paniers moyens Avec qui- toutes mes équipes, on était sur le terrain à accueillir les clients, à remplir les rayons, à faire ce qu'on aime faire, mais en puissance des 1000. Alors, moi j'ai trouvé ça génial, évidemment. Hein. C'était génial parce que c'était notre métier, mais en très intense, très vite. Mais c'était aussi quand même très dur. Parce qu'on arrivait très tôt, plus tôt que d'habitude. C'était plutôt 4 heures, 4 heures à 5 heures du matin que 6 heures. Et on partait tard. Plutôt 21 heures, 22 heures que 19, 20 heures pour moi en tout cas. Donc c'était une période incroyablement intense. Et en plus, très personnellement, il se trouve que c'est une période où je suis devenu papa pour la première fois. Donc j'en garde un souvenir ému parce que c'était très intense, très dur. Mais en même temps, moi, personnellement, j'ai vécu un bonheur familial incroyable. Et professionnellement, c'est irremplaçable. Donc je suis content d'avoir été là pour faire ça, pour le voir. Ensuite, dans ma deuxième expérience, j'ai eu la chance de piloter un projet national de refonte complète de notre manière de travailler. C'était génial. Alors difficile, évidemment, mais génial, parce qu'il faut convaincre nos équipes. Il faut leur expliquer que ce qu'on faisait avant, c'était très bien. On ne critique pas le passé, parce que il y a un écueil quand on est dirigeant, c'est d'expliquer que nous, on va tout changer, on va faire mieux que ceux d'avant. En fait, c'est pas vrai. C'est une continuité de ce qui a été fait, mais une adaptation avec le moment. Est-ce que tu peux parler de ce modèle justement? C'est un modèle, je ne vais pas le nommer parce que c'est un jargon interne, mais c'est un modèle qui consistait pour aller assez rapidement à simplifier et notre manière de travailler et de notre capacité à exposer les produits. D'accord, donc exposer, donc mise en rayon, Oui. mais pas que, c'est... On a changé notre manière de mettre en rayon, d'exposer les produits. Donc c'était très challenging D'accord. parce que c'était nouveau. C'était pour de la visibilité produit. C'était pour une de meilleure la vente. visibilité, une meilleure efficacité. Donc il y a aussi cette notion de productivité. Ah bien des sûr, équipes. évidemment, on fait du commerce. On est là pour avoir le bon produit, le bon service, mais de la meilleure manière possible. Donc la productivité est essentielle, évidemment. Alors, tu es passé très très vite sur le Covid. Oui. Félicitations Merci. félicitations à madame et monsieur pour Surtout l'enfant. surtout madame, qui a dû supporter ça. Ouais. Et tu as parlé du Covid, donc là tu t'es rendu compte que tu le savais avant, Oui. mais que la grande distribution était essentielle. Ah, essentiel. On était là pour nourrir les Français, c'est génial. La Génial. première question, c'était est-ce que l'hypermarché est mort ou est-ce qu'il fait de la résistance? À ce moment-là, il faisait de la résistance. D'accord. À ce moment-là, il était en résilience. D'accord. Je dirais pas qu'il faisait de la résistance, il était en résilience. Parce que là, on touche à nos limites physiques. C'est dur. On est fatigué quand même hein, quand on fait ça. Hein. C'était de la résilience. Et juste après, il s'est mis en conquête. Parce qu'en fait, le début, c'est oh là là, qu'est-ce qui nous tombe dessus, on sait pas ce que c'est incroyable. Quand même. On n'a jamais eu autant de clients en si peu de temps, on n'a jamais autant travaillé en si peu de temps. Et ensuite, mais comment on fait? Comment on travaille pour la suite? Ça a duré quelques mois quand même, hein. Ça n'a pas duré juste une semaine cette affaire. Hein. Oui. Je dis n'importe quoi, il y avait des pénuries. Il y a des produits qu'on n'imaginait pas pénuriques qui sont devenus pénuriques. On a manqué de plein de choses, d'huile, de sel, enfin de plein de trucs qui nous manquaient.
Il a fallu qu'on en trouve. Donc là, pareil, le siège a été important parce qu'il a fallu trouver des produits qui étaient indisponibles très vite pour servir nos clients. Et on les a trouvés. Il a fallu trouver des masques. On était les premiers à en avoir. C'était incroyable. Donc, cette période a montré notre capacité de résilience et ensuite notre esprit de conquête qui a continué et qui, je pense, ne s'arrêtera pas. Il ne va pas s'arrêter. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'arrêter? Qu'est-ce que tu as en tête, justement, pour conquérir de nouveaux clients, améliorer le panier moyen? Alors, j'aimerais bien aussi que tu parles un peu du panier moyen Bien sûr. et qu'on le définisse aussi pour nos auditeurs. Et que tu nous dises pourquoi maintenant on est passé de la mort de l'hypermarché à la résilience, à la résistance et puis à la conquête. Alors, la mort de l'hypermarché, pour moi, c'est un terme très journalistique auquel je ne souscris pas. Moi, je n'y crois pas. Pour moi, c'est pas la réalité, en fait. La réalité, c'est que c'est difficile, évidemment, mais j'ai envie de dire, tous les commerces, tous les métiers sont difficiles. Il n'y a pas que l'hypermarché en soi qui est compliqué et qui peut devoir gérer des modes et qui doit s'y adapter. Donc moi je pense qu'on s'adapte de manière continue, sans doute plus qu'avant, c'est sûr. Il y a sans doute une accélération de notre adaptation et de notre capacité de résilience. Et l'esprit de conquête, pour nous, c'est assez simple en réalité. C'est d'être capable, dans un format qui est très grand, très industriel, de faire du simple, du local. D'être capable de mieux s'adresser, je pense qu'on le fait déjà bien, mais de encore mieux s'adresser aux clients en tant que tel, en tant que personne. Et pour ça, il y a des choses très simples qu'on fait, c'est les produits locaux. Et les choses très simples qu'on fait, c'est les produits bio. On est leader du bio, ça se sait pas, mais c'est la réalité. On est leader en produits bio et en produits locaux dans tous nos magasins, mais pas que nous, même nos concurrents le font aussi. Hein, c'est pas un sujet que notre monde enseigne, mais nos concurrents le font aussi. On essaye de sourcer le plus possible de produits locaux parce que c'est ce que veulent nos clients. On est dans un territoire, hein, on n'est pas dans la stratosphère, on est implanté dans un territoire avec des gens autour de nous, qui d'ailleurs parfois travaillent dans les industries autour de nous, et nous, on est très heureux de faire entrer les produits locaux. Qui sont travaillés au siège, j'imagine, ces produits aussi Non, locaux, non alors, tout en local. L'ambition forte de faire des produits locaux, elle est généralisée dans tout mon industrie, c'est comme ça. Tout le monde veut le faire et c'est normal de le faire. En revanche, les produits locaux, par définition, sont locaux. Donc c'est au magasin de trouver les produits locaux. Alors il est aidé par des équipes sièges, bien sûr, mais c'est un sujet très magasin. Donc en tant que directeur de magasin, tu reçois bien des sûr, fournisseurs locaux qui sûr. viennent te présenter des produits. Ah oui, bien sûr. Et je les référence et je les mets en magasin. D'accord. Est-ce que tu peux parler d'un produit là? Drancy, Wow. Sartrouville. Je me rappelle que j'avais mis dans mon magasin, c'était intéressant d'ailleurs à l'époque, c'était des cacahuètes et des noix en fait locales produites à côté du magasin. Je me rappelle aussi, et là c'est de l'ultra local, alors on ne peut pas faire plus local, je vendais du miel de mon magasin, qui était sur le toit du magasin. D'accord. Encore plus local, je vendais des confitures issues des fruits et légumes de mon magasin. Des confitures du magasin, avec le label écrit du magasin. Du miel sur le toit du magasin. C'est incroyable. Incroyable. Dernière question, avant de passer à l'anecdote. L'idée, c'est de parler du directeur du magasin. Tu nous as dit que c'était un sujet de manager, c'est du management que tu fais avec les équipes. C'est quelque chose qui ressort énormément quand tu parles de ton tour le matin avec les différentes équipes. Maintenant, c'est la vie pro, vie perso. On en parle beaucoup. C'est aussi important, je pense, pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'un directeur de magasin qui est vu un peu comme, désolé du terme, mais un extraterrestre, qui va avoir sa femme 2 ans après, parce qu'il part tous les matins à 5h30, qui rentre tous les soirs à 22h et qui travaille aussi le week-end, comment on gère sa vie pro, vie perso? Pas simple de répondre à ça. D'abord, j'ai pas la prétention de l'avoir bien géré. Je vais dire comment je l'ai vécu. Moi, je l'ai bien vécu. Ce qui a été important, il y a quand même un schisme pour moi, ça a été la naissance de ma fille. C'est vrai que là, j'ai vraiment ressenti le besoin de trouver du temps pour moi et pour ma famille. Et moi, franchement, je l'ai bien vécu, mais j'avais une règle assez simple. C'est que le lundi, je me devais de récupérer ma fille à la crèche. Donc tous les lundis, je partais du magasin à 17h pour récupérer ma fille à la crèche. Et ça, j'ai tenu à ça. La deuxième sur laquelle j'ai tenu aussi, c'est de vraiment essayer, je ne dis pas que j'ai toujours réussi, mais d'essayer de déconnecter pendant mes congés. D'accord. Ça, c'est pas simple. Pas simple pour un directeur de magasin quand il se passe une crise dans le magasin. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de regarder les mails, on a envie d'appeler un collaborateur pour savoir si tout va bien. Mais il faut faire confiance aux équipes.
je ne suis pas indispensable, en fait. Je suis pas un surhomme. En tout cas, il ne faut pas l'être, d'après toi. Il ne faut pas l'être. C'est une erreur. C'est une erreur. Avant de te laisser la main sur cette anecdote, donc je vais essayer de conclure au mieux et répondre à cette question de comment se gère un hypermarché. J'entends que c'est surtout de l'humain. Donc il faut parler à tout le monde dans le magasin. Oui. Il faut se déléguer beaucoup. Bien sûr. Il faut s'appuyer sur tout le monde, sur les compétences existantes. Et il faut aussi mettre la main à la pâte. Oui. Est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce qu'il y a autre chose à dire sur un directeur d'hypermarché ou sur comment se gère un hypermarché? Ça se gère avec les gens qui y sont. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais bon, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est ça. C'est être un manager présent et qu'on peut déranger systématiquement. C'est-à-dire que tu as la porte ouverte, j'imagine. On peut solliciter et pas déranger. Je ne veux pas qu'on me dérange, on me sollicite et c'est normal. D'accord. Je dois arbitrer, je dois écouter et arbitrer. Donc, qu'est-ce qu'un bon directeur d'hypermarché? C'est quelqu'un qui écoute je pense que ça ne s'applique pas qu'aux directeurs d'hypermarché, ça s'applique à tous ceux qui ont la chance ou l'honneur de diriger. Quand on dirige, on n'est pas au-dessus. On est avec, d'abord. On est avec. En revanche, on est en responsabilité. Donc on doit être la personne qui doit peser le pour et le contre et trancher en fonction des intérêts du collectif. Donc quand je décide, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour moi ou pour montrer que j'ai du pouvoir. C'est pas le sujet en fait. Quand je décide et quand je tranche, c'est pour que ce soit pour le bien de tous. Est-ce que je l'ai toujours bien fait? Forcément non. Forcément commis des erreurs. Parce que justement, je suis un être humain. Est-ce que j'ai toujours essayé de bien le faire? Évidemment que oui. J'ai toujours voulu bien faire. Est-ce que j'ai toujours bien fait? Forcément non. Forcément non. Je vais te laisser la main pour l'anecdote. Avant ça, que les auditeurs sachent qu'on n'a pas parlé des outils aujourd'hui, de gestion d'un hypermarché, parce que j'imagine que tu es aussi outillé par le siège, par l'enseigne. Donc, on a bien conscience de ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on n'a pas plusieurs heures, malheureusement. Je vais te laisser la main pour l'anecdote. On finit toujours pour les podcasts par une anecdote. Est-ce que tu peux nous quelque chose évidemment qui n'est pas confidentiel, que tu peux dire à tous les auditeurs sur un événement, soit drôle, intéressant, ou quelque chose que tu aimerais que les auditeurs aient toujours en tête ou retiennent de ce podcast? Bon, j'ai évidemment des milliers d'anecdotes, puisqu'en fait, tous les jours, j'avais des anecdotes. Tous les jours, une anecdote, c'est vrai. Ce que je retiendrai, c'est, dans mon métier, alors, tous les jours sont importants. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même un jour en particulier qui est celui où on fait le plus de chiffre d'affaires dans l'année. Et c'est pareil, toutes les années depuis qu'on fait ce métier, c'est le 23 décembre et pas le 24. Donc, le 23 décembre, c'est la journée la plus importante en grande distribution. Forcément la veille de Noël. Donc ce jour, il est capital. Et nous, en fait, on avait des commandes, on a toujours, d'ailleurs, tous les magasins le font, toutes les enseignes, Hyper, Super, Proxy, tous, on fait des commandes traiteurs. Donc il y a des clients qui disent, je veux un plateau de fruits de mer, etc. Machin. Bon. Et donc on avait plusieurs commandes traiteurs, et il se trouve qu'un 23 décembre, je ne dirai pas dans quel magasin, mais ça peut se retrouver facilement, puisque c'est mon profil est public, mais un 23 décembre, je n'ai pas été livré de mes fruits de mer. Et je m'en suis rendu compte à 6h du matin. Donc la veille du réveillon, t'as pas de fruits de mer? J'ai pas. 2 heures avant l'ouverture. Comment tu gères ça? C'est une crise en fait, c'est une crise. C'est une crise. C'est cata quoi. Alors il se trouve que je suis plutôt du genre à avoir du sang-froid quand même. Donc je gère. D'abord je trouve ça dur, je me dis voilà comment je vais faire. Vraiment il est pas livré. Oui il est pas livré, mais pourquoi il est pas livré? Mais il est bloqué pour telle ou telle raison, je ne sais plus. C'était des intempéries je crois. Voilà un truc comme ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Alors il y a plein de solutions possibles. Appeler les clients et leur dire en fait on n'a pas la marchandise, c'est quand même pas terrible pour les clients et pour les équipes quand même, d'autant que, chose que j'oublie, tout le magasin en général le 3 décembre va aider le produit frais pour faire les plateaux de fruits de mer, tous les collaborateurs, tous les cadres viennent et c'est un vrai rituel, on va faire les plateaux de fruits de mer. Donc le temps passe, il est 7h, 7h30, on ouvre dans 1 heure et on commence à avoir des clients qui viennent parce que c'est la queue ce jour-là, parce que tout le monde veut les prendre vite, rentrer à la maison et faire le reste de la journée. C'est classique. Et là, pareil, c'est là où on se rend compte qu'on n'est vraiment pas des surhommes et il ne faut pas se considérer plus fort qu'on ne l'est. On fait l'appel à un ami et il se trouve qu'on avait un magasin très proche du nôtre, en gros à 15 minutes en voiture, qu'on a appelé et qui a bien voulu nous donner de la marchandise pour qu'on puisse ouvrir. Et donc, je suis allé avec nos collaborateurs, on a pris un camion frigorifique pour aller chercher la marchandise, pour faire les plateaux de fruits de mer, et on a réussi à les délivrer à 8h30. Est-ce que tu as conduit le camion? Absolument pas.
D'accord. Mais qui, lui, t'as réduit son stock Il de avait, moitié. il avait. Non, non. Il était beaucoup plus gros que le mien. D'accord. Tu as fait appel Donc à pour un lui, ami. c'était bon, pas de problème. D'accord. Et je remercie mon collègue parce qu'il a encore l'entreprise aujourd'hui qui m'a bien aidé. Voilà, donc ça, c'est géré tout en local. Tu Tout en appelles local. de directeur à directeur, de L'appel à un magasin. ami. Et tu L'appel gères à ça. un ami, il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider. D'accord. Et ça, c'est génial, ça. Et après, il y a un ensemble, il y a une chaîne de valeur. Bien sûr. Il y a peut-être un reconditionnement dans le magasin. Non, il y a ce qu'on appelle une session interne. Il faut faire une session. Donc, il faut sortir un papier qui dit que le magasin A donne au magasin B. Il faut la signer. Donc, je la signe. Mon collègue la signe. Il faut respecter la chaîne du froid. Donc, il faut un camion frigorifique. C'est très important. Donc, il faut en avoir un. J'en avais un, heureusement. Faut le faire, moins d'une demi-heure quand même, pour que ce soit bien tenu. Et il faut servir les clients. Il faut faire les plateaux et servir les clients. Tout ça en moins d'une heure. C'était pas mal. Bravo à Je toute suis assez fier. l'équipe. Sachant que c'est pas un travail C'est individuel, c'est un travail d'équipe. Aucun travail individuel. Mais vraiment aucun. Hein. Même les sportifs de haut niveau qui sont tout seuls, en théorie, ils sont pas tout seuls. Ils sont jamais tout seuls. D'accord. Bon, je Jamais. pense qu'on peut finir là-dessus. Eh oui, C'est un Le travail collectif. d'équipe. Directeur Toujours. de magasin, c'est un travail d'équipe. toujours. Merci beaucoup, Maurice Huet. Merci à toi.